Merci beaucoup aux 100 personnes qui sont ici aujourd'hui. Bienvenue au podcast Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres. Une présentation de Honeybee, parce qu'Honeybee, c'est... Bon en salle. Salut, Matt. Ça va bien? Ah oui, les vieux réflexes, c'est longtemps que t'es pas venu à Bon en faisait salle. un petit bout, mais là, c'est un podcast sérieux parce que on parle de théâtre. Alors, Oui. je suis venu t'aider. Ben oui, parce que c'est ça, sinon ça marche pas. Non, Oui, c'est sérieux, je suis pas là d'habitude. c'est ça. C'est ça, merci Matt. Ben, je te mets en valeur, hein, c'est le fun. Ben oui, c'est bon là-dedans. C'est ça qui est le fun dans notre dynamique. Tu m'aimes beaucoup. Oui. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on va parler de théâtre. On a deux invités qui sont quand même des grosses pointures de théâtre au Québec et en cinéma aussi. On va en faire le tour. Excusez-moi, il y a quelque chose qui est passé. C'est l'émotion. C'est l'émotion qui est passée. Oui. On a aussi avec nous aujourd'hui Sophie Desmarais et Steve Laplante. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue au Théâtre des Esquerres. Merci. C'est pas votre première fois, vous êtes déjà passé. Moi, je suis déjà passée en 2015 avec une pièce peut-être avec le plus long titre. Ah oui? Ça s'appelait Instruction pour un éventuel gouvernement socialiste qui souhaiterait abolir la fête de Noël. Oui, j'avais. De Michael McKenzie. Oui, OK. Oui. J'imagine que tout est dans le texte, tout est dans le titre pour la pièce. oui. Mais c'était cool, c'était un duo avec Luc Picard, puis on a fait une tournée comme on fait là en ce moment, mais fait que j'étais venue à Amos. Steve? Moi, je suis venu 2-3 fois, je pense. Je suis venu, je pense, avec Babysitter en 2018, une affaire la même, 2017. Il me semble qu'on était venu ici, puis je pense avec pour faire une histoire courte, il y a très longtemps, 99. Wow. Puis on perd un peu, mais je suis déjà venu jouer à Amos. Ah oui, des souvenirs de 99, c'est cool. On n'a pas souvent au podcast, hein? Non, on n'en a Non, pas souvent pas souvent au podcast. référence à 99. Là, vous êtes ici aujourd'hui avec la pièce Deux femmes en or, qu'on a appris que c'est la fin de la tournée. Ouais. Comment s'est passée la tournée? Très bien, très bien. On l'a fait en 2 temps. On a eu une grosse partie à l'automne jusqu'à début décembre. Puis après ça, on reprenait 1 mois ici. Il nous restait seulement l'Abitibi là, de région éloignée. Mais on a fait un peu autour de Montréal en janvier, l'Abitibi, puis on finit une semaine à Montréal. Puis c'est une pièce qui tourne beaucoup sur la sexualité de la femme, de ce que j'ai bien compris. Pour un homme blanc un peu épais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on explore dans la pièce? Oh, mon Dieu. Mais il y a des hommes blancs épais aussi. Dans la pièce. hein. C'est ça, c'est parfait, c'est pour ça que je le... Ça fait du sens. Mais c'est surtout, oui, mais c'est une pièce aussi qui parle beaucoup des dynamiques de couple, du manque de communication dans ces 2 couples-là respectifs. Là. Puis évidemment, Catherine Léger, elle parle beaucoup de sexualité en général dans ses œuvres. Puis Deux femmes en or en fait vraiment pas exception. Puis c'est très libérateur, je pense, comme pièce. Puis pour le public et pour nous à jouer, c'est très... c'est beaucoup de folie, c'est très ludique, voilà. C'est une adaptation du film des années 70, évidemment. Qu'est-ce qui a changé dans l'angle de traitement du sujet? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations? Oui, tu sais, on dit que c'est une adaptation, mais en fait, Catherine, elle a vraiment utilisé l'anecdote des deux voisines qui s'ennuient et qui habitent l'une à côté de l'autre et qui vivent beaucoup de solitude pour parler de sexualité et puis pour qu'elles puissent s'affranchir et ensuite se connecter à leurs désirs puis y répondre. Mais la pièce a beaucoup de contenu, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses étonnantes. Au niveau des réflexions, ce qu'il n'y a pas du tout dans le film. Le film est beaucoup plus grivois. Et, elle a appelé ça Deux femmes en or, mais elle aurait pu changer de titre aussi. OK. Je pense. C'est vraiment une adaptation. Vraiment une adaptation très libre. Oui. Puis, oui, puis c'est ça. Puis les personnages, et Violette et Florence, vivent des choses beaucoup plus complexes aussi que dans le film. Oui, quel genre de choses, par exemple? Par exemple, le personnage de Violette, de Florence, on sait qu'elle est en arrêt de travail, beaucoup sur les médicaments. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais on sent qu'il y a tout un discours autour des médicaments, etc. Puis le personnage de Violette est en congé de maternité, elle entend une corneille, elle a l'impression qu'elle est en train de devenir folle. Il y a un petit peu, on tourne autour du sujet du postpartum, puis tout ça. Puis c'est quelque chose qu'il n'y avait pas du tout dans le film. Et moi, je trouve ça quand même cocasse que, évidemment, dans le film, c'était des voisines de banlieue, puis dans l'adaptation de Catherine, c'est des voisines de condo. Fait que c'est comme, il y a toute cette affaire-là aussi qui est plus actuelle. Là. Voilà. Parce que dans les années 70, l'enjeu de la libération de la femme, c'était pas le même qu'aujourd'hui, j'imagine.
je présume. Je ne sais pas. Tu sais, j'étais pas là. C'est ça, ouais, 78. Mais, tu sais, le film avait quelque chose de quand même une portée indirectement, je pense, féministe, parce qu'on s'entend, on reste dans le male gaze, puis tu sais... Mhm. Mais c'était quand même, je pense, intéressant et libérateur de voir deux personnages féminins en 1970, de voir ces femmes-là être transgressées, le mariage, puis être... c'est ça. Grivoise, déjà là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment changé? Je sais pas, mais... Les limites sont peut-être moins rigides. Tu sais, c'était plus ça la différence. C'est comme tu l'as dit, dans les années 70, déjà dire que tu trompes ton mari, déjà dans la salle, il doit avoir un... Oh mon Dieu, ça se fait pas. Ben, tu sais, à certains égards, c'est la même chose aujourd'hui. Ça dépend dans quoi tu vis, tu sais, Ouais. quel genre d'arrangement que tu as avec ton partenaire. La plupart du monde vit dans des couples bien straight, là, tu sais. Oui. C'est juste être moins surprenant, je sais pas. Je sais pas. Je m'en vais avec ça, en Je sais fait. pas, je suis pas une spécialiste. Non, c'est ça. La pièce, c'est une comédie? Oui. Oui, vraiment. Êtes-vous habitué? Est-ce que c'est votre genre préféré? Comment on joue la comédie? Moi, j'en ai beaucoup joué des comédies. J'aime beaucoup jouer ça. Il y a un rapport avec le public qui est instantané puis qui nous donne... En fait, c'est un dialogue, vraiment, avec les rires. Tu sais, on se gage avec ça. Ouais, il y a peu de comédies aussi, je dirais... on va le dire. Il y a peu de comédies intelligentes quand même. C'est dur à écrire des comédies intelligentes. C'est pas facile. Souvent, les comédies, ils sont snobés aussi, je trouve, à cause de ça. Parce que souvent, ils charrient pas grand-chose. Mais la pièce de Catherine, je trouve que c'est une de ses grandes qualités dans la forme. Puis elle a réussi à y mettre tellement de contenu puis d'actualiser ça. Tu sais, je sais pas moi non plus si c'est pareil ou non avec les années 70, mais je sais que les problèmes de couple qui sont abordés là-dedans, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Tu sais. Fait que, puis elle arrive à le faire, c'est ça, parce que c'est une dialoguiste hors pair, là. Ce qui fait que c'est très facile à jouer, finalement, une fois que notre trail est tapé, là. C'est agréable à écouter, à profiter du spectacle. Finalement, c'est pas lourd pour les spectateurs. Non, vraiment pas lourd. Important, c'est ça. Non. Ouais. C'est ça qui est le fun en comédie, c'est que tu peux te permettre de parler de choses très lourdes, mais il y a un gars avec qui j'avais travaillé qui m'avait dit que souvent un spectacle, c'est comme de l'acupuncture, tu sais. Et à partir du moment où tu fais rire le spectateur à un endroit, ben là, tout à coup, il baisse la garde, puis là, tu es capable d'y rentrer 2-3 messages. Tu es capable d'aller plus deep parce que tout à coup, le rire... Il y a des arsenés, il y a des qui circule, tu sais. Ouais. Fait que, Là, c'est juste. C'est une mise en scène aussi, en fait, un décor aussi très épuré, je pense. Comment ça a été de travailler dans ce... Êtes-vous habitué de travailler dans des décors un peu absents ou plus abstraits? C'est un spectacle qui est produit par le Théâtre de la Manufacture. Donc, une compagnie de théâtre issue du Théâtre La Licorne à Montréal. Puis, c'est vraiment typique de La Licorne, ça, des décors très minimalistes, une mise en scène qui est fluide, qui se passe vraiment sur le plateau, sans vraiment flafla, sans grand-chose. Fait que moi, je trouve ça très agréable. C'est très concentré sur le jeu, sur l'efficacité des entrées, des sorties, sur la justesse des images aussi. On a beaucoup travaillé le rythme en répétition pour arriver que ces images-là soient vraiment juste brillantes, et qu'il y a comme... parce qu'il n'y a rien. C'est nous autres, c'est des changements de Steve, il joue plusieurs personnages, Mathieu Kennel aussi, Charlotte Aubin aussi. Puis on est toujours sur scène, on ne sort pas vraiment. Les changements se passent sur scène, ça crée le public aime beaucoup ça, ça crée vraiment quelque chose de dynamique puis de magique aussi parce que on passe d'une scène, d'ailleurs, Steve et moi, chaque soir, je pense à ça, mais on a une scène où est-ce qu'on s'engueule un peu, puis Steve a une tirade extraordinaire là, qui n'a pas de bon sens, là, qui est tellement bien écrite, puis qui est bien bon. Puis, dans un personnage, puis moi, je me retourne, je m'en vais de mon côté de maison, si on veut, puis il arrive dans un autre personnage, mais finalement, ça fait comme 25 minutes qu'on joue ensemble. Ça fait pas longtemps. Puis c'est deux personnages, puis il n'a rien changé, il a changé un chandail, puis j'ai même pas l'impression d'être avec la même personne. C'est vraiment le fun. Très cool.
C'est quoi comme défi, comme comédien, d'interpréter deux personnages comme ça, back-à-back, de changer de peau rapidement? Ouais, ben il fallait trouver le ton. C'est pour ça aussi que Philippe Lambert a décidé qu'on reste sur scène toujours pour pas essayer de faire croire au public qu'on est quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a une espèce de convention de pater, qu'on se met un chapeau, puis là, on est quelqu'un d'autre. Là. C'est ça qui est le fun au théâtre, puis qui est pas compliqué, puis qui... fait que, ouais, c'est un peu pour ça. Vous faites toutes les deux beaucoup de télévision aussi, puis c'est complètement l'inverse, dans des vrais décors, souvent des costumes plus définis. Y a-t-il quelque chose que vous préférez? Pas comme acteur, comme comédien? Je trouve que non, tu sais, moi, j'aime autant tourner que jouer sur scène. Mais je trouve que pour une œuvre comme Deux femmes en or, l'adaptation de Catherine, je trouve que la scène nous sert beaucoup parce qu'on est... on n'est pas pris dans le réalisme des scènes érotiques aussi. Okay. Il y a comme de quoi qu'on peut créer qui est plus ludique, qui appartient vraiment qui est tout à coup théâtral et non pas pris dans le réalisme de chacune des actions où là, ça devient plus compliqué à mettre en scène. Fait que je trouve que pour ça, c'est le fun parce que ça nous fait plus décoller, je dirais, d'être sur scène avec ce texte-là. Les scènes érotiques plus ludiques. Oui. Comment? Je suis comme curieux dans le fond. Une game de skip-bo. C'est plus dans l'exagération, ça va être jouer plus gros dans le fond, avec les réactions. Images, en fait. C'est créer une image qui est forte, qui est claire, mais qui n'a pas besoin d'être mimé ou qui n'a pas besoin d'être graphique. Ouais. C'est plus l'évocation, puis après ça, le spectateur, il voit bien que c'est plus pour faire avancer l'histoire, mais on ne rentre pas tout à coup dans une espèce de réalisme. Qui pourrait mettre le monde mal à l'aise aussi, j'imagine. Oui, je pense que oui, ça. Ouais. C'est plus accessible pour le grand public. Ouais. Je sais que Mathieu il a abordé un peu le sujet de la télévision, mais vous avez joué tous les deux dans une des séries les plus populaires des dernières années. C'est Comme ça que je t'aime. Oui, c'est vrai. T'as fait la saison 2, je sais pas. Oui, la saison 2. Comment vous avez trouvé ça? Parce que je pense que parler de textes intelligents, c'est une autre série qui a des textes vraiment farfelus, mais aussi intelligents. Comment avez-vous trouvé votre expérience sur le plateau? Ben, c'est sûr que travailler dans l'univers de François Les Tourneaux, c'est franchement un privilège, là. Tu sais, François, c'est vraiment un grand auteur, puis un acteur extraordinaire, puis un idéateur, tu sais, farfelu, puis je pense que, sincèrement, là, en 3 ans, puis tu sais, c'est des gros tournages, là. Je pense qu'on n'a jamais remis en question le texte d'une scène. Ah ouais? C'est la seule fois dans ma vie que ça m'est arrivé en télé. Tu sais, de pas faire « Hey, il me semble qu'on pourrait enlever ça, dire ça de même. » Tu sais, comme ça arrive ça souvent, puis c'est correct, c'est vraiment c'est normal. Et François, dans son univers, c'est tellement clair, le texte, les scènes, chaque scène est très, très dirigée, très, très efficace, toujours pertinente. C'est toujours... Chaque personnage a une façon de parler aussi. L'humour est toujours là. Et comme de quoi, il y a un ton qui est très précis. Fait que c'est facile pour les acteurs là, de pogner ça. Là. Tu comprends dans quoi que t'es, là. T'as pas à questionner le texte, ben, là. Même pas du tout, je dirais. Là. Enligne-toi sur ce que t'as à faire, puis ça va bien aller. Là. C'est vraiment un luxe de travailler des textes comme ça. Puis même à la première lecture, quand tu lis toutes les gags, aussi absurdes puissent-ils être? J'ai rarement ri autant dans une... Mais le texte de Catherine, ça m'avait fait ça aussi. Oui. Ceci dit, quand tu es en première lecture, tu es chez toi tout seul avec ton iPad, puis tu lis les scénarios, puis tu ris tout seul, là, c'est vraiment un bon signe. Là. Mais c'est comme ça que je t'aime. Ouais, c'est ça. C'est à la fois... C'est vraiment aussi une comédie qui parle du couple, de la monogamie aussi. Ça parlait beaucoup de sexualité. C'est encore des années 70. Des années 70 aussi. Ça parlait beaucoup c'est ça, de l'ennui aussi, puis c'est très féministe aussi à plusieurs égards, ce texte-là. Les personnages féminins sont très étonnants. En fait, tous les personnages de gars, c'est des imbéciles au final, là, ou pratiquement. Oui, ils sont drôles en maudit, par exemple, puis ils sont touchants aussi. Oui, ils sont touchants, puis ils sont pognés dans leur vieux carcan, c'est ça qui est drôle, puis avec... j'oublie son nom. Gaëtan, Patrice? Non, la femme, voyons. Huguette. C'est Huguette qui drive tout, puis c'est elle qui décide, puis accrochez-vous parce que vous n'allez pas être capable de me suivre. Là. C'est une énergie qui est vraiment intéressante. Là. Ben, on a eu la chance de faire ça, puis on était vraiment chanceux de jouer là-dedans.
Steve, c'était-tu plus le fun que 4,5 ou. C'était dans le 4,5? Ouais. J'ai tout regardé ça, je pense. Pas beaucoup. Un vétérinaire. Le gentil voisin. François, en plus, c'est un gars très, très intelligent qui réfléchit beaucoup, puis qui, quand il arrive pour écrire, il découvre une espèce de folie qu'on peut difficilement soupçonner. Fait que je suis d'accord avec Sophie que quand on arrive pour ces textes, il y a une rythmique aussi dans ces textes, puis il y a beaucoup... tout est là, tout est précis, puis... c'est un peu notre Woody Allen, nous, François, là, tu sais. Il fait une œuvre, il est en train de créer une œuvre, tu sais. C'est ça je trouve, qui est beau avec lui. Puis je sais qu'il écrit... il est en écriture en ce moment pour un autre projet, tu sais, puis on dirait qu'on le sait, ça va être quoi un peu ses couleurs, puis tu sais... Son style est clair, c'est toujours très différent, mais son style d'écriture est clair. Si on compare série noire avec les deux, ça se ressemble quand même un peu dans l'écriture. Ton personnage s'appelait quand même Gaétan 2. Gaétan 2. C'est quand même parfait. Ouais. C'est parfait. Sinon, on parle de télé, je vais me gâter. J'ai été un très grand fan de District 31. Et tu as été aussi partie prenante de la saison 3, je pense, avec je sais pas dans quelle... Je peux pas te dire dans quelle saison j'étais. C'est Charlène, je pense? Charlène, si, oui. Personnage qui parlait très peu, dans le fond, mais qui était tout dans une émotion, en fait, dans un contexte assez particulier de séquestration par le méchant Yannick Dubois. Merci. Il y a une chance que tu ne peux pas poser ces questions-là. C'est loin de moi. Là, non, Matt, là-dessus, District 31, il connaît tous les timecodes aussi. Là, fait que... J'ai commencé à réécouter une deuxième fois la série. Mais il y a des gens qui sont vraiment... C'est vrai qu'il y a vraiment des fans finis de District 31. Quand t'embarques, c'est une maladie mentale. Moi, je jugeais un petit peu au début, j'avoue. Mais finalement, quand j'ai embarqué, c'était... Mais c'est une expérience très intéressante de travailler avec des textes de... Mon Dieu, Jean Blanc. Sur Luc Dionne? Luc Dionne. De Luc, merci. Excuse-moi, Luc. J'ai eu une petite fatigue. On le salue. Mais, tous nos podcasts. C'est ça. Mais Luc écrit au fur et à mesure. Ouais. Fait que ce qui était le fun... il écrit tellement, il n'y a pas le choix. Oui, exact. C'est comme un peu... C'est fait de même, ces séries-là. Fait que j'ai eu des beaux moments de... Tout à coup, de jouer une scène, puis d'amener ça quelque part, puis de faire à ma tête. Mm-hmm. Puis là, 2 jours après, Luc a vu les roches, il m'appelle. Ouais, j'ai vu la scène, j'aime ça. On va partir là-dessus. Fait que là, lui, il passe sur ce que toi, tu fais. Ouais. Il y a comme une espèce d'entraînement, d'alimentation, comme ça, de « elle fait ça, c'est bon, je fais ça ». Tu sais, comme une souplesse. Tu sais, lui, il pensait qu'il allait à quelque part. Moi, j'ai joué ça d'une façon qu'il ne s'attendait pas. Il a écrit autre chose. Puis finalement, je suis restée 6 mois. Tu sais, c'était pas ça le deal du tout. Là. Ça, ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant, ce côté improvisé un peu dans le temps, cette série-là. C'est vrai que tu es resté longtemps pour un personnage qui, dans le fond, aurait pu se régler en 2 semaines, mais... C'est ça. Mais comme il travaille beaucoup avec ce que les acteurs donnent, puis il est très, très à l'aise à ce qu'on joue dans son texte, là. Tu sais, qu'on change des affaires, qu'on bouge des répliques de... Tu sais, c'est normal. Tu sais, c'est très, très organique comme processus, puis il est très impressionnant dans sa façon d'amener son histoire, puis de diriger le suspense. Il maîtrise vraiment bien ça. C'est impressionnant. Soit des plateaux de quotidienne aussi, c'est difficile de se mettre dans l'émotion, dans l'action, parce que c'est très rapide comme tournage. Dans ton cas... Oui, mais c'est écrit pour ça. Oui, c'est ça, OK. Tu sais, si c'était pas écrit... Dans cette optique-là, il y aurait un problème. Oui. C'est ce qui est souvent le cas dans notre milieu, de vouloir faire des choses trop vite avec des choses très compliquées. Mais District, des séries comme ça, c'est fait pour être tourné aussi dans un cadre particulier avec plusieurs caméras. Fait que quand tu pognes aussi le beat un peu athlétique de cette affaire-là, il y a quelque chose qui n'est pas désagréable à faire, là, parce que tu te dis, c'est un mode. C'est comme c'est un mode athlète, là. Tu te dis, hey, aujourd'hui, je sais pas combien de scènes que j'ai, mais je les enligne toutes, mais je sais que je suis dans un décor, ils vont être block-shootés, ça veut dire, on est dans un axe, on les fait toutes back-à-back, puis l'éclairage bouge pas. Fait que l'acteur a quand même, il sait quoi s'attendre dans des contextes comme ça. Toi, Steve, as-tu fait un peu de quotidienne aussi, ou ça a été moins? J'ai touché un peu au District, je suis allé une semaine, un personnage d'une intrigue d'une semaine, puis sinon, 30 vies. Puis, mais juste assez pour me saucer l'orteil, puis voir un peu ce que c'est là, puis de reconnaître un peu ça, mais je ne l'ai jamais fait de longue haleine, là, puis tu as fait ça quelques mois ou
ou années là, pour certains là, qui sont sur stat en ce moment. Oui. C'est ça, c'est exigeant, là, les textes, tout ça. Ça doit être fou, là. Moi, je ne l'ai jamais fait, là, mais tu sais, quand tu as un gros lead là-dedans, je pense qu'il y a des acteurs là, que j'ai déjà entendus, là, c'est à peu près 120 pages par semaine à mémoriser. C'est fou. Fait que je sais pas comment ils font. Il est bon, Gildor. Il est fort. Sinon, Steve, tu as travaillé aussi dans un film qui a eu un gros succès cette année, c'est Vampire. J'ai toujours de la misère avec ce titre-là. Vampire, humaniste, cherche, suicidaire, consentant. Voilà. Presque aussi long que la pièce de Un peu tantôt. moins long que celui de la chose Sophie. Puis on a eu Gabriel Antoine la semaine dernière qui est dans On-Off, qui était dans le film aussi. OK. Comment tu as trouvé ton expérience sur le plateau? Comment... Ah, c'était très particulier. C'est rare qu'on a l'occasion de faire ça. C'est un film de genre, là, le monde des vampires, puis on boit du faux sang, puis on a des fausses dents, puis... fait que c'est toujours le... Tu sais, ici, on a moins l'occasion de toucher à ça, parce que souvent, ces univers-là viennent avec des contraintes financières qu'on ne peut pas se payer ici. Mais il y avait une simplicité, finalement, dans l'univers d'Ariane Louis XVI, qui était... oui, son film était planté dans un univers fantastique, mais ça appelait pas à des décors complètement, je sais pas, fantastiques ou c'était pas dans les châteaux, c'était pas dans les univers, tu sais, ouais. Fait que, puis Ariane, c'est une fille très posée, très calme, mais qui réfléchit beaucoup, qui observe, qui a un petit côté vampire, finalement. Puis, elle se tapit dans l'ombre. Ouais, elle réfléchit beaucoup, puis c'est une instinctive, puis donc c'est ça, c'était assez facile de travailler avec elle. Elle avait coécrit aussi, fait que elle était bien en possession de son histoire, puis... donc, quand c'est sorti, ça a fait un gros boom. Là. Ouais. Très content pour elle, d'ailleurs, parce qu'elle s'est promenée beaucoup à travers le monde, elle a gagné des gros prix. En Europe, ça l'a spliné beaucoup. Puis... Ouais, elle a gagné à Venise, ouais. Donc, ouais, ça a été une grosse sortie. C'était une surprise pour les gens sur le plateau? Ben, tu sais, on sait jamais. Ouais. On sait jamais, tu sais, si ça va marcher ou pas. Tu sais, surtout quand tu te mets à tourner puis que tu es dans la... À un moment donné, tu n'as plus de recul, en fait. C'est pour ça que tu sais plus. Parce que tu n'as plus de recul sur ce que tu es en train de faire ou ce que tu as fait. Ce qui fait que quand tu le vois, tu n'as plus le premier regard, tu sais, que le spectateur, lui, va avoir. Ouais. Fait que surpris, je savais que son scénario était solide. Mais oui, j'ai été surpris jusqu'à une certaine mesure. Là, ouais. Parce que, tu sais, comme tu dis, des films de genre comme ça, c'est moins ce qui va pogner au Québec en général. On parle au Québec quand on a des films, c'est tout le temps des comédies un peu ou des choses comme ça. La dernière fois, c'était Carmina, le dernier film de vampire. Ouais. C'est vrai, c'est le troisième film de vampire au Québec quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après ça, c'est sûr que c'était pas un blockbuster comme Carmina pouvait l'être à l'époque. Ouais. Ben même le premier, c'était peut-être pas un temps un blockbuster, plus le deuxième, qui était plus gros. Moi, je sais pas le succès de ces films-là, mais tu sais, c'est plus... Elle a une cinématographie... Elle avait un scénario très accessible, mais Ariane, elle a quand même une cinématographie très arty, tu sais, puis... Fait que bref, je sais pas. Il est sur ma liste Crave, là. Faut que écouter ça. Ouais. Ça, on écoute les Iris, puis c'était comme la grosse affaire. Fait que j'allais voir ça. Sinon, Sophie, j'ai une autre question au cinéma. On va retourner plus cinéma vers toi aussi. Tu as fait un film sur l'Abitibi. Oui. Cherche Godard de l'Abitibi que j'ai vu avec Alec Castonguay de Rouen Noranda. Comment ça s'est passé? Comment tu as eu le contrat? Comment tu as trouvé ça de travailler en Abitibi? Ben, Éric Morin, je le connaissais pas, c'est le réalisateur. À un moment donné, j'ai reçu un courriel, là, tu sais, off the roll. Puis c'est ça. Puis j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça complètement déjanté, puis vraiment, vraiment cool là, comme film. J'ai vraiment beaucoup aimé le scénario. J'ai beaucoup aimé Éric aussi quand on s'est rencontrés. Puis, tu sais, moi, comme ben du monde, tu sais, les films de la Nouvelle Vague, je les ai vus, je les ai aimés. Puis, ça, c'est un film qui cite beaucoup quand même l'univers de Godard, tu sais, d'Agnès Varda. Tu sais, on peut penser à plein de films il y a une inspiration qui est très, très claire. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi qui vient chercher le fait divers que Godard est vraiment venu en 68 à Rouen Noranda faire un projet de télévision. En fait, c'était vraiment ça. Puis Mané, il a juste crissé son camp. Puis fait que là, dans le film, on le voit faire du skidoo en Abitibi. C'est vraiment juste... C'est des belles images de voir. Moi, puis j'ai comme des images de moi avec
avec Godard sur un skidoo, là, parti, je sais pas où. Non, ça a été... c'est drôle qu'on parle de ça parce que j'en ai parlé full cette semaine de ce film-là. Tu sais, je suis repassée à Rouen. On a tourné cette rue-là. J'ai tourné dans ce cinéma-là. Oui, je faisais telle affaire. J'avais tel costume. J'ai capoté sur faire ce film-là. J'aime les choses artisanales, puis j'aime les petites équipes. J'aime les projets qui sont risqués, puis qui sont fous, puis qui sont faits d'une façon très libre. Ouais. Je cherche beaucoup la liberté dans des projets de même, puis quand ça se peut, puis que ça pogne comme ce film-là, c'était vraiment agréable. C'était un gros trip de gang. C'était vraiment le fun. Oui, puis la cinématographie est incroyable aussi, tu sais, avec les gros paysages d'hiver, les images très crisp, très blanches. J'ai vraiment trippé. Tu sais, ce film-là, il dit de quoi aussi? Tu sais, il y a toute cette portion où est-ce qu'on parle de... Tu sais, on a nos carrés rouges, là. Je me souviens, tu sais, c'était en 2012. Puis les personnages, ça se passe en 68, mais ils ont les carrés rouges, tu sais, on les a... Vous avez intégré? Tout intégré ça. C'était vraiment cool. Vraiment. Puis c'est drôle parce que j'avais pas pensé, mais c'est le deuxième film qui parle de Godard en Abitibi, parce qu'il y avait un film avec Benoît. Il fait Benoît le Bienheureux, là, qui mange des hot dogs. Là. OK. Oui, Benoît Roberge. Benoît Roberge, le curieux Roberge, le cas Roberge. Le cas Roberge, oui. Qui cherche, qui suit les traces de Godard jusqu'en Abitibi. Ah oui, OK. Ouais. OK. J'avais pas fait le lien, je trouve ça drôle. Il y a trop de films que j'ai pas vus, je réalise. Il faut que je fasse mes devoirs. Hein? Tu veux, Matt? Ouais, on arrive à la fin du podcast. On aurait peut-être le temps pour une ou deux questions du public. Moi, j'ai une anecdote. Vas-y. Parce que ça concerne Steve. Je sais pas si tu te souviens de Daniel Martin. Ça dit quelque chose? Daniel Martin. Ben ça, c'est pas un personnage que j'ai joué. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce qu'on a partagé le même rôle, dans le fond. Ah oui, OK. Tu as été un peu l'instigateur de ma passion pour le théâtre. Ah oui? J'ai joué Daniel Martin dans une école de théâtre ici locale. Ah oui, OK. Par loisir. OK. J'ai beaucoup écouté les petits extraits que YouTube proposait avec toi. OK. C'est tellement une belle pièce. Oui, exactement. Ça s'appelle... C'est comment une plug. Ouais, Mathieu, je sais pas te le demander, mais il veut t'en jouer un petit bout. Oui, c'est ça. Ben oui, pourquoi pas. C'était dans un cabaret d'humour. Dans le fond, la mise en scène, c'était... Là-dedans, il y avait un Touareg, puis tout ça. Ouais, il y avait toutes sortes de monde qui débarquait. C'était un gars qui... C'est l'histoire d'un gars qui avait un accident d'auto, puis on partait dans son coma, finalement, qui était dans une espèce de cabaret. Ça avait-tu tourné longtemps, ça? Oui, je me demande si on n'est pas venu, d'ailleurs, à Amos avec ça, mais en tout cas... 99? Ouais, un peu plus tard, mais on avait fait une grosse tournée aussi. On l'avait joué partout, ce show-là. Ça avait eu un énorme succès. Parce qu'on parle de bons textes, là, pour l'avoir lu, c'est vraiment très bon, très bien écrit. Puis, ouais. Ça? Pierre-Michel Tremblay? Voilà, ouais. C'était Denis Bernard qui avait fait la mise en scène. Ouais. La licorne. Ouais, la vieille licorne. Ouais. Partout. C'est tout. C'est la petite parenthèse. On a partagé le même rôle là, à différents moments. Fait que, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Oui, ça rend ça plus sur l'accueil de l'action, justement, avec les sorties, quand même comparé. Mais peut-être à mon Oui, tu répéter la question avant, Steve. Oui. Dans le fond, ce que le jeune homme a demandé ici, c'est voyez-vous une différence entre l'accueil d'une pièce quand vous la jouez en région éloignée comme nous en Abitibi versus Montréal? Oui, bien, il y a toujours une différence d'endroit selon les différents endroits où on est. Puis même à Montréal, quand on joue de soir en soir, ça varie toujours un peu, tu sais, un public c'est vivant, là, quand même, tu sais, fait que il y a des soirs qui sont toujours un peu plus chauds, d'autres soirs qui ça écoute plus, ils pognent plus la réflexion qu'il y a en arrière de ça, ils réagissent moins. Fait que, puis surtout en comédie, on le voit très vite, là, tu sais, on le sent très vite à qui on a affaire, là, après une scène ou deux. Là. Oui, puis tu sais, c'est plate ma réponse, là, mais tu sais, aussi, dans l'équation de tout ça, il y a aussi qu'il y a des salles qui sont moins adaptées à notre spectacle que d'autres. Tu sais, veux pas, toutes les salles sont différentes, il n'y en a pas une qui se ressemble. Fait que, tu sais, nous autres, on l'a créé d'une certaine façon. Il faut s'adapter à chaque fois, l'espace, les lumières. Des fois, il y en a il y a des salles plus gagnantes que d'autres. Puis, je pense que ça a un impact direct, je pense, sur le public. Quand c'est comme, on dirait comme la bonne affaire. On est moins en train de travailler fort pour... C'est ça. C'est une réponse plate. Quand tu sais que tout le monde rit sur le même gag, puis que là, ce soir-là, il n'y a pas de rire sur ce gag-là. Ça arrivé, ça. Ça surprend dans la chaîne. On enchaîne. Ouais, OK. Oui. On surprend. Oui, c'est surprenant. Des fois, c'est un peu...
Des fois, on se remet en question. On fait, voyons, là, qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce que je fais de pas correct? C'est comme la météo. Mais c'est vraiment spectaculaire, l'humour. C'est Steve qui m'a déjà dit ça, puis ça m'avait fait vraiment plaisir parce que lui, il a plus d'expérience que moi en comédie. Puis quand on était à la Licorne, mettons, on jouait une fois, puis là, délire total. Le lendemain, pas de délire total. Puis Steve m'a dit, c'est comme un film. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Ben, ouais. Ben, c'est François Les Tourneaux qui m'avait dit ça, d'ailleurs. Puis il avait dit, il avait joué dans Québec-Montréal, puis il était allé voir le film, genre en première, puis il était retourné avec. Il est allé le voir 2-3 fois dans les salles, puis les réactions n'étaient pas aux mêmes places, puis le film, il bouge pas, lui. Ouais, Il reste pareil, le film. Il se prénote là-dessus, tu sais. Fait qu'après ça, c'est ce qui se passe dans la salle. Les gens, ils arrivent avec une histoire, ils arrivent avec leur journée dans le corps, ils arrivent avec... une salle pleine versus une demi-salle. Ben oui, puis il y en a des plus ricaneux, il y en a des moins, tu sais. Fait que faut pas... Ça, c'est le réflexe de tous les acteurs qui jouent dans toutes les comédies. C'est toujours ça. Quand on frappe une salle plus tranquille, on se remet tout le temps en question. Vous faites un peu d'impro théâtrale? Toi, c'est quelque chose que tu explores pas? Non. Hélénie, c'est pas, non? Non. Moi, j'en ai fait un peu en sortant de l'école, mais j'ai arrêté. J'étais pas très bon. C'était pas votre... Non. Parce que justement, dans l'adaptation publique, puis le rire, puis de la façon que ça nous alimente, c'est bien un exemple assez probant. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais Roxane Derry, qui joue avec nous, là, qui joue Florence, elle est... Elle est dans la Hélénie. Ben, elle a joué, c'est ça. Elle a fait se concentre sur d'autres choses, mais elle a fait beaucoup d'impro. Toute une joueuse, d'ailleurs. Je l'ai vu quelques fois, là, ouais. Ben, Steve, Sophie, merci beaucoup pour votre temps. On va vous laisser aller vous préparer pour le spectacle de ce soir. Merci. Et nous, je remercie le public qui était là. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Merci. Je remercie encore une fois Onibi, notre présentateur, parce qu'Onibi, c'est bon en salle. C'est bon. Tu cadres tout ça là pour le début. Non, puis je remercie aussi le Théâtre des Esquerres pour l'espace et qui nous permet de rencontrer des belles personnes comme Sophie et Steve qui sont avec nous ce soir. Bonne émission tout le monde et à la prochaine.